Bonjour à tous, chers abonnés. Ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcasts Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'Association française transhumaniste. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Dans cet épisode, nous recevons Lou de Kerwelvez qui travaille au Foresight Institute. Marc Roux, président de l'AFT, va m'accompagner en tant que co-animateur. La conversation est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir via nos contenus premium sur le site theflares.com ou encore de partager ce podcast, écrire une revue, etc. C'est une façon simple et rapide pour nous donner un véritable coup de pouce. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. L'Internet des objets. L'intelligence artificielle vous intéresse ? Accédez aux derniers livres audio, podcasts et livres électroniques en un seul endroit. Trouvez votre source d'inspiration sur farnell.com/multimédia. Farnell, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Le podcast Humain Demain. Donc merci Lou d'avoir accepté notre invitation. Alors on va discuter entre autres de ton travail au Foresight Institute. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce Foresight Institute ? Quelles sont ses origines et les objectifs de cet institut ? Foresight, c'est une organisation qui vise à la construction d'un avenir meilleur par le biais de technologies avancées. J'aime bien dire que notre but, c'est de rendre la science-fiction réelle. D'une part, parce que les technologies sur lesquelles on travaille me paraissent personnellement directement tirées des livres de science-fiction que je lisais quand j'étais petite. Donc, comme l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale, l'augmentation des capacités humaines. Mais aussi et surtout, finalement, parce que beaucoup des progrès technologiques et des idées qui aujourd'hui existent ou sont encore pensés, ont été anticipés ou pensés par cette communauté de Foresight, voire créés par ses membres. Donc par exemple ici, on peut penser à des choses comme des avancées dans l'intelligence artificielle, l'idée de la cryptographie, l'open source et bien d'autres concepts dans ces domaines. Quant à ses origines, donc il a été fondé en 1986 par Eric Drexler et Christine Peterson sur des idées qui ont été discutées dans Engines of Creation, les moteurs de la création, qui est un livre écrit par Eric Drexler, où il proposait une vision d'un réseau de technologies émergentes, révolutionnaires, transformatrices, qui auraient le potentiel d'améliorer considérablement la condition humaine. Et donc la mission de Foresight, c'est de soutenir la recherche et le développement dans des domaines technologiques que nous jugeons cruciaux pour améliorer la condition humaine, réaliser cette vision et finalement peut-être dépasser la condition humaine. On travaille à tout cela par l'organisation de conférences, de groupes de réflexion, la promotion de débats que l'on espère éclairer. En fait, on aspire à construire un avenir dans lequel la technologie est utilisée pour le bien de la vie sur Terre et au-delà. Super, je pense qu'on va, à travers cette conversation, décortiquer tout ça, notamment les différentes technologies que le Foresight Institute s'intéresse. Et ton rôle, personnellement, dans l'Institut, qu'est-ce que c'est ? Quel est ton travail ? Ça fait maintenant 7 ans que je travaille à Foresight. Donc, je suis passée par beaucoup de rôles et en fait, l'organisation a beaucoup évolué au cours de ces 7 ans. Actuellement, je me suis rapatriée en Europe après 7 ans aux États-Unis. Et donc, je développe Foresight et toutes ses missions en Europe. Je me concentre en ce moment beaucoup sur le concept de science décentralisée. J'organise workshop en marge de la conférence ETHCC, qui est une conférence de cryptographie et Ethereum. Là, les 15 et 16 juillet, j'organise notre conférence annuelle ici qui s'appelle Vision Weekend, qu'on organise au Château du Fay en Bourgogne, pas loin de Paris. Et généralement, j'essaye d'organiser et de croître cette communauté de Foresight ici en Europe. Et donc,
Cela nous donne un petit rappel de là où est-ce que Foresight Institute vient. Mais est-ce que tu peux nous parler de la manière dont cette organisation, donc il y a une histoire, eh bien a évolué. Comment est-ce que son projet a évolué entre ses origines et aujourd'hui? Est-ce que tu dirais que Foresight Institute est toujours sur les mêmes lignes principales? Qu'est-ce qui est toujours à l'identique? Qu'est-ce qui a pu changer donc entre ses origines et aujourd'hui? Alors, évidemment, c'est 35 ans d'histoire ou plus. Donc, il y a vraiment beaucoup à dire et je ne prétends même pas à connaître moi-même toute cette histoire, mais on a beaucoup d'archives très intéressantes. Si tu veux, Lou, je précise ma question, Lou, excuse-moi. Moi, quand j'ai découvert Foresight Institute, j'avais l'impression, à travers les travaux de Eric Drexler, que tout ce qui tournait autour des nanotechnologies était quasiment fondateur, ou en tout cas très présent. Et d'ailleurs que ça avait joué un rôle important dans l'ensemble du développement de la réflexion transhumaniste à partir des années 80. Est-ce que cet aspect-là est toujours aussi vrai ou est-ce que ça a évolué? Éventuellement, comment ça a évolué? Je fais une précision dans ma question, si tu veux. Effectivement, Foresight a été fondé autour d'un intérêt sur les nanotechnologies qui était vraiment porté par Eric Drexler, mais les nanotechnologies ne sont ni l'unique cœur de la pensée d'Eric Drexler, ni l'unique cœur de la pensée de Foresight, puisque justement, comme je vous le disais tout à l'heure, Eric Drexler a proposé cette vision d'un ensemble de technologies qui finalement peuvent créer des synergies entre elles pour créer un futur, pour révolutionner notre vie et la civilisation. Donc, Foresight, dès le début, avait organisé des conférences sur la nanotechnologie, mais très vite a aussi inclus tout un ensemble d'autres domaines dans ces discussions, comme l'intelligence artificielle, notamment parce que Eric Drexler parlait de cette technologie et expliquait son importance même pour la modélisation et les simulations des nanotechnologies. Très vite, Foresight a aussi parlé du ralentissement du vieillissement, de la longévité et donc de la biotechnologie, et a aussi beaucoup parlé de l'exploration spatiale. Comment ça a évolué? En fait, très vite, Foresight a commencé à réunir une communauté de visionnaires, de futuristes, et c'est toujours le cas aujourd'hui, puisqu'on travaille sur beaucoup de domaines différents, je suis sûre qu'on discutera. C'est pour sûr une organisation qui aussi a su s'adapter au fil des années, qui a évolué avec les évolutions technologiques, les booms et les busts qui sont en fait fréquents dans chacun des domaines. Et c'est vraiment transformé. Aujourd'hui, on travaille sur la nanotechnologie, la biotechnologie, l'espace, l'intelligence artificielle, la cryptographie, la sécurité informatique et les neurotechnologies également. Oui, ça c'est largement diversifié. Et alors, je disais donc dans ma question précédente que il me semblait que toute cette réflexion, notamment venue de Drexler, avait joué un rôle important dès le départ de la structuration du mouvement et de la pensée transhumaniste contemporaine. On qualifie parfois, certaines personnes, le Foresight Institute de plus ancienne organisation transhumaniste encore en activité. Est-ce que tu assumes, est-ce que le Foresight Institute assume cette caractérisation? Donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et est-ce que tu peux nous dire quels sont ou quels ont été les rapports du Foresight Institute avec le mouvement transhumaniste en général? Je comprends qu'il puisse y avoir cette qualification.
Après, je pense que c'est parce que nous nous concentrons sur un certain nombre de technologies qui sont vraiment centrales aux idées transhumanistes. Nous avons été un lieu de débat et de discussion pour les idées transhumanistes au fil de toutes ces années. Il y a quand même une différence importante qui est que le transhumanisme, c'est un mouvement philosophique, tandis que nous sommes une organisation dont le but est d'accélérer la science et la technologie. Donc il y a un aspect assez pratique. Et la position exacte de la communauté de Foresight vis-à-vis du transhumanisme varie en fait selon ses membres. Donc on peut pas parler d'une position, d'un consensus, je pense. En revanche, je pense que si ça vous intéresse, on peut remonter un petit peu aux origines de Foresight pour comprendre cette relation. Oui. C'était en fait la communauté qui était, si vous voulez, qui était le proto-Foresight était la communauté extropianiste, les extropiens. J'aime beaucoup l'idée des extropiens, parce que, comme vous le savez sûrement, l'entropie, c'est donc ce cheminement inévitable vers la dégradation et le chaos. L'extropie, qui se veut donc l'inverse, c'est l'aspiration à créer un ordre toujours croissant. Donc les extropiens se proposaient de combattre la deuxième loi de la thermodynamique en imaginant un futur où la technologie permet d'inverser l'entropie. Donc créer plus d'ordre, moins de désordre. Un exemple, ce serait d'utiliser les nanotechnologies pour réparer les dommages cellulaires et prolonger la vie. Ou fusionner avec une intelligence artificielle, devenir des super intelligences nous-mêmes, connecter nos esprits et qui sait nous lancer dans une expansion galactique. Ce que j'aime beaucoup à propos de cette philosophie, c'est une affirmation optimiste du pouvoir de la technologie et du génie humain et une vision à très très grande échelle de la société, de la civilisation, de la nature de l'existence. Cet ADN est toujours très présent et vivant au sein de la communauté de Foresight. Et donc, bien que Foresight soit pas une organisation transhumaniste exclusivement, je pense qu'avec le mouvement transhumaniste, nous sommes unis par une volonté commune d'utiliser la science et la technologie pour améliorer la condition humaine et réaliser le potentiel illimité de notre civilisation. Super, justement. Donc, il me semble que, en regardant le site, j'ai vu qu'il y avait des centres d'intérêt, des focus area, à travers des groupes de recherche, notamment. Il y a plusieurs catégories qui pourraient, des technologies qui pourraient transformer le monde pour le meilleur, évidemment. Il y a Intelligent Cooperation, Molecular Machines, Neurotech, Longevity Biotech et Space. Donc, peut-être qu'on pourrait passer en revue un petit peu la liste, voir s'il y en a d'autres, et voir en quoi ces domaines sont importants pour le Foresight Institute, à quel point ils pourraient transformer le monde. Donc, peut-être le premier, ce sera donc Intelligent Cooperation. Est-ce que c'est la même chose que l'IA, finalement, ou est-ce que ça va encore plus loin? C'est une bonne question. C'est un petit peu différent. En fait, la question, c'est quel est l'angle? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Donc, c'est intelligence artificielle, cryptographie et sécurité informatique. Finalement, le but ou la question qu'on se pose en réunissant des experts et en pensant à la croisée de ces technologies, c'est est-ce qu'on peut améliorer la coopération entre les humains et à plus long terme entre les humains et les intelligences artificielles. Là, c'est réaliser une vision où les intelligences artificielles et les humains travaillent main dans la main pour résoudre des problèmes mondiaux complexes comme le changement climatique ou peut-être la prévention des pandémies ou même la gestion des risques nucléaires. Il y a beaucoup de théories des jeux aussi qu'on fait là-dedans pour penser vraiment au niveau civilisationnel. Comment prévenir les risques existentiels et favoriser l'espoir existentiel. Ensuite, peut-être qu'on pourrait parler des molecular machines, donc machines moléculaires. En quoi ça consiste et pourquoi est-ce que c'est un champ d'étude qui a une énorme promesse de délivrer un futur positif?
Les machines moléculaires, aussi appelées nanotechnologies, mais c'est vrai que machine moléculaire, c'est une sous-catégorie finalement de la nanotechnologie, donc important de le préciser. Là, c'est l'idée de la manipulation et de la fabrication à l'échelle atomique. Donc, déplacer des atomes, c'est un peu le rêve de l'alchimiste finalement, et encore plus, et encore bien plus que ça. Pouvoir tout faire, tout fabriquer à partir de tout. Tout peut devenir tout. Et donc, la vision ici, c'est que finalement, si cela était possible, on pourrait comme imprimer n'importe quel matériau avec des imprimantes 3D moléculaires, ce qui permettrait une abondance radicale en termes de ressources pour l'humanité et la fabrication de produits qu'on ne peut pas encore fabriquer aujourd'hui. Ouais, j'imagine que c'est un peu la fin de la rareté, la fin de la faim dans le monde ou de toute forme de ressources de subsistance, puisque... Exactement, c'est l'abondance radicale, comme l'a décrit Drexler aussi dans un de ses livres. Qu'est-ce qu'on peut dire derrière le centre de recherche Neurotech? Du coup, est-ce que là, ça va être d'essayer de travailler plutôt sur les aspects qualitatifs de l'esprit et de faire en sorte que les humains du futur expériencent des états d'esprit très positifs, peut-être éradiquer la dépression et des maladies mentales comme ça ou... Intéressant. Alors, je sais qu'on travaille surtout sur les interfaces entre les esprits et les ordinateurs, mais essayer en essayant de faire en sorte que celle-ci soit bénéfique et éthique. Là, vous pouvez penser à la possibilité de connecter notre cerveau directement à un ordinateur, ce qui pourrait faciliter l'apprentissage, la communication et qui sait quoi d'autre, ainsi que, et ça c'est une autre partie de la neurotechnologie, la possibilité de uploader, de télécharger notre esprit dans un ordinateur. Donc une simulation peut-être de notre esprit qui serait in silico. D'accord, et ça rejoint peut-être aussi un peu l'idée de les longevity biotech, puisque c'est une forme, entre guillemets, d'immortalité ou d'immortalité, et l'autre, ce sera plus avec la biologie, donc tout ce qui concerne les biotech. Absolument, c'est exact. Et il y a aussi la possibilité, peut-être, cela puisse être utile pour l'alignement de l'intelligence artificielle. D'accord, je vois ce que tu dis. C'est le côté, si on peut pas les battre, on peut les joindre, quoi. Absolument. On peut fusionner. Oui, c'est ça. Et enfin, la dernière catégorie, c'est avec l'espace. Et là, est-ce que c'est, on va dire, le rêve un petit peu historique de coloniser l'univers, d'envoyer des êtres humains, de la vie, propager la vie dans tout le cosmos? C'est ça. Et en fait, en commençant par travailler sur l'extraction sur des astéroïdes, comme une première étape, finalement, vers une expansion ultérieure. Il y a aussi l'idée que, par exemple, en commençant à construire une base sur la Lune, on peut avoir la capacité de se lancer plus facilement dans l'espace. Et ça, c'est effectivement le rêve de découverte et d'exploration infinie de l'espace. Mais il y a aussi la biotechnologie dont on n'a pas parlé. C'est ça, oui, on a brièvement mentionné, mais on peut s'attarder un petit peu dessus pour voir en quoi c'est important pour le futur, effectivement. En fait, c'est l'idée de pouvoir réaliser un rajeunissement pour le premier humain de manière à ce qu'il puisse atteindre ce qu'on appelle la longevity escape velocity, la vitesse d'échappement de longévité. Je suis pas sûre de la traduction en français. Mais donc un monde où la maladie et le vieillissement ne seraient pas nécessairement des fatalités, où on aurait le choix, en fait. Très bien. Et il me semble que, effectivement, pour tout ça,
c'est des technologies qui ont un pouvoir incroyable pour réaliser des futurs positifs, mais il y a aussi de nombreux dangers derrière les technologies. Beaucoup de technologies ont cette espèce c'est une épée à double tranchant, voilà. J'ai aussi du mal des fois à trouver les termes en français. Et donc on a tout ce qu'on appelle les risques existentiels. C'est un sujet aussi important. J'en parle assez souvent sur la chaîne de Flares et je sais que c'est quelque chose qui est souvent négligé. Et au XXIe siècle, il y a de nombreuses technologies qui offrent malheureusement des pouvoirs de destruction jamais vus et qui se démocratisent. On a les biotech, l'IA, les ogives nucléaires qui sont là depuis 1945. Comment le Foresight Institute se positionne vis-à-vis des risques existentiels, justement? Est-ce que vous avez aussi, dans vos différentes groupes de recherche, tout ça, vous vous positionnez, enfin, vous essayez de faire en sorte qu'il soit réduit la probabilité de risques existentiels d'ici la fin du siècle, par exemple? Absolument. En fait, la compréhension, l'atténuation des risques existentiels est vraiment au cœur des préoccupations de Foresight. L'idée du grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Si on travaille à l'accélération des technologies, il faut qu'on soit conscient du fait que ces technologies qui sont porteuses de potentiel énorme de progrès sont aussi potentiellement porteuses de dangers sans précédent. La manière dont on travaille sur les risques existentiels, notre approche, si vous voulez, on utilise l'idée de développement différentiel des technologies qui a été proposée par Nick Bostrom, qui est donc un philosophe futuriste au Future of Humanity Institute à Oxford. En termes simples, le développement différentiel, ça signifie qu'on cherche à favoriser l'évolution de technologies qui peuvent bénéficier à l'humanité et qu'on retarde ou qu'on travaille à atténuer les risques qui sont associés à celles qui pourraient nous mettre en péril. Je peux vous donner un exemple. L'énergie nucléaire, évidemment, c'est une technologie à double usage qui peut fournir une source d'énergie potentiellement inépuisable, mais aussi se transformer en une bombe atomique. Donc, par exemple, là-dessus, on fait beaucoup de travail sur la sécurité informatique, très important et la création de mécanismes de sécurité. Par exemple, pour empêcher que quelqu'un puisse lancer accidentellement une bombe ou qu'il y ait un acte malveillant, que quelqu'un rentre dans un système atomique et lance une ogive. Un autre exemple, ça peut être l'intelligence artificielle, qui comme on le voit déjà, a le potentiel de transformer de nombreux aspects dans nos vies, d'améliorer tellement de systèmes et de processus. Mais évidemment, l'intelligence artificielle comporte des risques très sérieux si elle est mal gérée, si elle est utilisée à mauvais escient. Et pour cela, on travaille au développement de mesures de sécurité rigoureuses, de transparence, de responsabilité. C'est une grande priorité pour Foresight Institute. Conclure un petit peu sur ce chapitre, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque qui est plus probable qu'un autre durant la fin du siècle? Je sais que par exemple, si on regarde le précipice de Toby Ord, il a tendance à mettre l'IA assez élevé dans la liste, avec les inconnus, puisqu'on sait jamais, quand on regarde bien toutes ces technologies qu'on a listées, on les connaît depuis moins d'un siècle finalement, quasiment. Donc, qui sait si on va pas découvrir une autre technologie extrêmement dangereuse dans l'urne des technologies, on va tirer une boule noire. Donc, on sait pas. Mais du coup, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que c'est l'IA le risque le plus probable durant ce siècle, ou avec peut-être récemment les tensions géopolitiques ont augmenté la probabilité de guerre nucléaire, du coup ça devient peut-être la priorité, peut-être les biorisques aussi? Je n'oserais pas me prononcer sur un consensus au sein de Foresight, mais effectivement je pense que il est raisonnable de parler un peu de l'intelligence artificielle ici, parce que récemment, de nombreux chercheurs et de membres de la communauté de Foresight ont raccourci leur calendrier de développement. Vous savez, leur prédiction sur quand est-ce qu'on sera capable qu'une intelligence artificielle sera capable de
par exemple, d'être au même niveau de réflexion qu'un humain, par exemple. Et cela a soulevé des préoccupations très sérieuses en matière de sécurité, puisque, comme Nick Bostrom, que finalement tu décrivais maintenant avec cette théorie des boules noires et boules grises et boules blanches, elle a clairement exposé une super intelligence artificielle mal gérée est un risque existentiel, pourrait nuire fatalement à l'humanité. Mais surtout, et avant ça, il y a l'idée de la course aux armements qui pourrait mener à des situations de risque existentiel. Par exemple, si on avait deux grandes puissances mondiales qui étaient en train de développer simultanément l'intelligence artificielle qu'on appelle générale, mais dans un contexte de compétition, dans leur quête finalement pour devenir le premier à développer une intelligence artificielle générale fonctionnelle, elle pourrait ignorer ou négliger des étapes cruciales liées à la sécurité ou l'alignement éthique de l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui serait construite de cette manière pourrait déclencher une guerre nucléaire, par exemple, manipuler les marchés financiers, prendre le contrôle d'infrastructures critiques, l'électricité, l'Internet, etc. Finalement, dans ce contexte, on pourrait imaginer une situation où la sécurité et l'éthique seraient sacrifiées au profit de la rapidité de l'implémentation, avec un potentiel de destruction énorme, voire totale, pour l'humanité. Après, oui, effectivement, les biorisques, je pense on a vu avec aussi le Covid, la Covid, que c'était très sérieux. J'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Toby Ord, que tu citais aussi juste à l'instant, nous décrit comme vraiment en train d'être au bord d'un précipice sur ce chemin très étroit, donc vers un futur qui est presque inimaginable en termes de possibilités, de potentiel, d'expansion, de beauté, de joie pour l'humanité, mais que le chemin pour réussir à arriver à ce résultat et ce futur est extrêmement étroit et précaire. C'est ça, et il nous rappelle aussi que on est à une époque un petit peu charnière dans le sens où on a des technologies divines presque, mais notre mentalité et nos institutions ne sont pas encore à la mesure de ces responsabilités incroyables qu'on a avec la technologie. Donc. Exactement, et j'ai presque envie de dire, c'est une très bonne remarque, si on me demandait de manière personnelle un risque existentiel que j'observe, c'est le fait que notre société n'est pas alignée. C'est notre technologie sociale, presque. On parle souvent d'aligner l'intelligence artificielle avec les valeurs humaines, mais on n'a toujours pas réussi à s'aligner nous-mêmes, donc c'est un exercice très difficile. Si on a une société mal coordonnée, mal alignée, qui échoue à répondre de manière adéquate aux crises, que ce soit l'intelligence artificielle, les armes nucléaires, les pandémies, on est mal engagé. Tout à fait. Alors, j'ai vu, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais que le Foresight Institute distribue différents prix. Et alors, il y a le Feynman Prize, le Longevity Prize et Norm Hardy Prize, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que déjà... vous pourrez peut-être décrire un petit peu pourquoi vous remettez des prix et en quoi consistent-ils, ces trois prix-là? Est-ce que... Voilà, j'imagine qu'ils ont une raison. Feynman, peut-être... pour la nanotechnologie, etc. Donc, est-ce que c'est annuel, tout ça? Les prix, on les décerne pour reconnaître et récompenser l'excellence dans les domaines clés de la recherche et de la technologie sur lesquels on travaille. On espère qu'ils aident également à façonner l'avenir de notre société de manière positive et durable. Donc c'est ce qu'on encourage. Le premier, c'est le Feynman Prize. Je commence par celui-ci parce que c'est le plus ancien. C'est celui qui est sur la nanotechnologie, qui porte le nom du grand physicien Richard
Feynman, qui était ce personnage incroyablement charismatique, qui était le pionnier dans le domaine de la technologie, qui avait donné ce discours il y a de la place en bas, there is room at the bottom, pour dire en fait il y a tellement d'espace si on construit tout petit. Et donc, ce prix est décerné tous les ans à des chercheurs qui ont fait des avancées significatives vers la vision de Richard Feynman qu'il avait proposé. C'était en 1959, je crois. Ensuite, on a le prix Norm Hardy qui encourage qui encourage la recherche autour d'aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de sécurité informatique. La création finalement de systèmes qui sont plus sécurisés et de faire en sorte que la sécurité soit plus intuitive. Parce que Foresight accorde beaucoup d'importance à la sécurité informatique dans le contexte de l'intelligence artificielle et de la vie privée, de la protection de la vie privée. Il y a le Longevity Prize qui est en 3 volets. Il y a le prix de l'hypothèse qui est une chasse au trésor pour découvrir des domaines de recherche prometteurs mais qui ont été oubliés et négligés dans la longévité. Il y a l'évaluation des biomarqueurs. En fait, on n'a toujours pas de consensus pour évaluer les biomarqueurs du vieillissement. Donc là, c'est essayer de faire en sorte de choisir quels sont les meilleurs biomarqueurs. Et le prix du reconditionnement des médicaments génériques. Donc là, c'est essayer d'encourager les essais avec des médicaments qui pourraient déjà être parmi nous, comme la rapamycine, la metformine, pour essayer de prolonger une vie saine. Lou, il me vient une question, peut-être pour éclairer encore davantage nos auditeurs, sur ces prix. Ces prix sont purement honorifiques ou est-ce qu'ils sont rémunérés? Et s'ils sont rémunérés, comment est-ce que Foresight Institute réunit des fonds? Il y a des donateurs qui souhaitent investir pour favoriser ces technologies. Comment est-ce que vous fonctionnez, si ce n'est pas indiscret de poser la question? Non, absolument, c'est exactement le cas. En fait, ces prix Foresight travaille toujours main dans la main, en fait, avec des donateurs qui sont passionnés par le fait de faire avancer ces technologies ou des organisations. Et dans ces cas-là, justement, on travaille avec eux à la mise en place d'un prix et ensuite Foresight se charge de la publication, de réunir des chercheurs qui peuvent potentiellement travailler sur ces sujets. On est le catalyste, finalement. L'entremetteur. Enfin, l'organisation, voilà, qui permet de se rencontrer des personnes passionnées qui ont des moyens financiers et des laboratoires, des chercheurs qui peuvent mettre en œuvre ces travaux. Donc, ça me paraît un rôle déterminant. Absolument. Absolument. Et je pense qu'il y a aussi, enfin, c'est pas tellement en rapport avec les prix, mais sur le sujet de permettre de se rencontrer, c'est de rencontrer les gens qui peuvent financer et les gens qui sont en recherche de financement, ainsi que des scientifiques qui sont de différentes disciplines. La science est souvent organisée en silos aujourd'hui, et les technologies ont chacune leur jargon, leurs problèmes propres, et ne communiquent pas toujours entre elles, ce qui est très dommage parce que il y a vraiment des endroits où des synergies pourraient permettre des avancées majeures. Et donc on fait de gros efforts, nous,
pour encourager la multidisciplinarité, réunir des scientifiques et des technologues d'horizons différents et les faire travailler ensemble. Je vais revenir à un petit peu ce qui a l'air d'être ma marotte aujourd'hui, je ne sais pas, mais il me semble que ça a son importance. Je voudrais revenir encore vers les nanotechnologies. Tu viens de parler de l'importance de Richard Feynman dans les réflexions initiales du Foresight Institute. Pour ma part, en tant que transhumaniste patenté, j'ai constaté que à l'origine du mouvement transhumaniste, je le disais un petit peu, dans les années 80, les nanotechnologies étaient vues par beaucoup d'analystes et comme par les militants, peut-être comme le moteur principal de ce qui a été appelé la convergence technologique. Tu n'as pas utilisé cette expression, mais tu nous en as parlé plusieurs fois déjà, en réalité. Et donc cette convergence, c'est elle qui devait sous-tendre la pensée transhumaniste. Ça se voit par exemple dans le fameux rapport de Rocco and Bainbridge en 2002, qui ont créé cet acronyme NBIC. Et on constate à ce moment-là que l'élément qui est mis en tête, c'est le N de nanotechnologie. Alors je constate ça, et d'un autre côté, j'ai l'impression depuis quelques années, mais alors maintenant ça fait peut-être une dizaine d'années, que pas mal de transhumanistes, par exemple, ont pu être déçus, ou en tout cas on n'entend plus beaucoup parler de ce champ de recherche. On entend beaucoup parler des biotechnologies. En ce moment, c'est l'intelligence artificielle à fond les boulons. Que sont devenues les nanotechnologies? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es en mesure, et en nous disant du point de vue de Foresight Institute, qui me semble concerné par cet aspect-là, qu'est-ce qui s'est passé avec les nanotechnologies? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est une bonne question aussi. Oui, non, une question légitime. C'est une question légitime. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, effectivement, il y a eu cet enthousiasme sur finalement lequel a été fondé Foresight sur les nanotechnologies. Donc, Foresight 1986, donc autour de cette époque. Et on n'a pas réalisé encore cette vision des imprimantes moléculaires. Et il y a plusieurs raisons à cela. Donc, il s'est passé plusieurs choses qui n'ont pas aidé. Il y a eu une dilution de cette vision originale qui pourrait permettre la fabrication et la manipulation à l'échelle atomique, notamment parce que, donc, par exemple, il y a autour de cet enthousiasme que tu viens de décrire, Marc, Bill Clinton avait été séduit par les nouvelles possibilités offertes par la nanotech et avait lancé l'initiative nationale pour la nanotechnologie, la NNI, qui avait entraîné des milliards de dollars d'investissement dans la recherche en nanotech, ce qui a permis beaucoup d'avancées, par exemple dans les nanoparticules lipidiques, pour l'administration d'ARNM, et également dans le domaine de l'informatique quantique. Mais la vision super originelle, ambitieuse de la nanotechnologie moléculaire a stagné. Et ça, c'est à cause de problèmes de financement. Cette vision était tellement ambitieuse et long-termiste que des projets en fait se sont glissés pour obtenir ces financements qui étaient finalement des projets un peu plus banals qui se revendiquaient de la nanotechnologie sans avoir à défendre ces objectifs extrêmement ambitieux et long-termistes. C'est des projets qui travaillaient sur l'échelle nanométrique, mais qui n'étaient pas sur la fabrication et la manipulation de la matière à l'échelle nanométrique. Parce que cette dernière vision, cette ambition est beaucoup plus difficile à réaliser. Il y a eu un autre moment clé qui a été un débat public clé sur la direction de la nanotechnologie, qui est le débat Drexler-Smalley. Richard Smalley, c'était le lauréat du prix Nobel.
Et il a critiqué la faisabilité technique de la nanotechnologie moléculaire, qui était donc la vision que Eric Drexler avait proposée, et finalement en développant la vision de Feynman. Et il avait argumenté un point assez technique sur l'impossibilité d'une certaine manière de faire de la nanotechnologie moléculaire, mais c'était ce qu'on appelle un strawman argument. C'est un argument, un épouvantail rhétorique, je crois qu'on dit en français. Ok, super, bah, merci de me l'apprendre. Un épouvantail rhétorique, absolument, car il y a d'autres manières de faire de la nanotechnologie moléculaire, et que dans un sens, même Drexler avait déjà proposé une autre vision depuis sa vision du début. Il y a aussi eu, et je pense que tous ceux qui sont penchés un peu sur la nanotechnologie en auront entendu parler, des inquiétudes et une espèce de panique sociétale autour des risques potentiels, notamment l'idée de grey goo, donc cette boue grise, la peur finalement que des nanorobots autoréplicateurs deviennent, puisqu'ils sont si petits, créer de plus en plus de copies d'eux-mêmes, et finalement avec c'est comme on imagine une cellule qui se divise de manière incontrôlable, c'est comme un cancer qui finalement remplirait le monde de nanorobots et mangerait la matière tout autour d'elle. En fait, la plupart des experts estiment que ce scénario est vraiment peu probable, surtout avec les propositions plus récentes de la manière de faire de la nanotechnologie, parce qu'il y a plusieurs manières. Et il y a d'autres risques qui sont en fait bien plus sérieux, comme la possibilité d'utiliser les nanotech pour développer de nouvelles armes biologiques ou pas, de manière extrêmement rapide, facile et économique. Il y avait eu un roman même, si je me souviens bien, je pense que c'était Michael Crichton qui avait écrit tout un roman autour du fantasme de la grey goo. Et ça témoignait de l'engouement en fait en même temps des nanotech dans les années 2000, quoi. À la fois les rêves en positif et les fantasmes dystopiques qui allaient de pair. Juste le parallèle à noter, je trouve, entre cette peur du grey goo et la vision pour l'intelligence artificielle du paperclip maximizer. C'est cette idée que une intelligence artificielle qui serait programmée pour faire pour un but peut-être idiot prendrait toutes les ressources possibles et imaginables pour réaliser ce but, y compris que, par exemple, c'est une intelligence artificielle qui fait des paperclips, c'est des trombones de bureau, décide soudain de convertir toute la matière et le monde et les humains et la civilisation et la planète et le système solaire en trombones. Et il y a vraiment un parallèle, une vision entre ces deux peurs qui sont intéressantes, je trouve. Oui, tout à fait. Moi, j'y lis le même type de fantasme et le même fonctionnement, en effet. Mais en réalité, finalement, il me semble que les progrès dans les nanotechnologies se sont pas arrêtés. Même si certains ont pu être déçus parce qu'on avait trop fantasmé. Mais en fait, tu l'as dit, le projet s'est décliné en toute une série de projets plus focalisés sur des aspects particuliers. On l'a vu, par exemple, que ce soit dans la gravure de plus en plus fine des transistors dans le silicium. C'est une application quand même très concrète qui a accompagné les progrès de l'informatique depuis toutes ces années-là, ou encore la multiplication des nanomatériaux. Au passage, je trouve toujours surprenant de constater que on parle aussi peu de la présence des nanomatériaux, qui me semble très réelle dans notre quotidien, avec leurs aspects positifs et
et négatif, quoi. Comme si il n'y avait, si on parlait de grey goo, alors là tout le monde en parle. Par contre, quand il s'agit de parler de la présence des nanomatériaux, là c'est silence radar. Enfin, ça c'est un commentaire en passant. Mais par contre, ce sur quoi, enfin, là je voudrais t'interroger, c'est sur le fait que tout de même on attend toujours encore les fameux nanorobots, notamment les nanorobots à visée médicale ou améliorative d'un point de vue transhumaniste. Et je te pose cette question parce que le Foresight Institute avait fait tout un travail, je me rappelle, d'imagerie, de représentation de ce que pourraient être ces fameux nanorobots. Je pense qu'il y en a encore si on cherche un petit peu de ces images sur le site du Foresight Institute. Et je me rappelle, j'avais été très impressionné à l'époque. Il y avait même des petites vidéos qui montraient des robots, par exemple, qui prenaient la place de neurones dans un cerveau. Donc, apparemment, on n'y est pas encore, mais qu'est-ce qui existe réellement à la connaissance du Foresight Institute en matière de nano-robots? Qu'est-ce qu'il est légitime qu'on appelle nano-robots? Par exemple, tout à l'heure, tu as parlé parmi les milliards investis dans le plan Clinton, de financement de projets de nanoparticules lipidiques. Alors, je sais ce que c'est qu'un liposome. Est-ce que, par exemple, ça fait partie des matériaux nanométriques qu'on peut qualifier de nano-robots? Ou est-ce qu'il y a d'autres exemples? Qu'est-ce que tu en dirais? Je vais faire attention à ce que je dis, car je ne veux pas dire des bêtises et je ne suis pas une experte en nanotechnologie, qui est encore une fois un domaine vraiment, vraiment complexe. Donc la définition exacte du nanorobot, je ne suis pas sûre de ce qui peut être ainsi qualifié. Je peux te dire ce qui a été développé. En fait, on n'a pas encore ces nanorobots qui ont été illustrés par Foresight, notamment les nanorobots à visée médicale. Ce serait fantastique si on pouvait les avoir, et un énorme progrès justement pour la longévité, le prolongement de la vie saine et en bonne santé. En revanche, ce qui a été, il y a eu des réels progrès récemment, et peut-être que la nanotechnologie est sur le point de connaître un nouveau printemps, de fleurir de nouveau. Il y a quelque chose qui s'appelle la nanotechnologie de l'ADN. Donc c'est finalement construire comme un peu avec des Lego, mais à la place des briques, on utilise de l'ADN. Donc ça s'appelle de l'ADN origami. Ça a été créé par un Paul Rosamund, et ça consiste à prendre une pièce d'ADN, la plier en différentes formes, donc c'est en 3 dimensions. Il y a aussi un domaine qui s'appelle la menuiserie protéique, qui se concentre sur la création d'interfaces. Donc cette fois, c'est une nanotechnologie qui est basée sur les protéines. Dans l'optique d'une impression moléculaire en 3D complexe, il y a quelqu'un qui s'appelle Andrew Tuberfield qui travaille sur la conception d'une imprimante nano artificielle compacte utilisant une technologie qui est fondée sur les ribosomes et qui utilise l'origami ADN pour la lecture et l'écriture sur un nanotissu. Ça, c'est ce qui, c'est les progrès qui concernent les outils physiques. Mais il y a aussi des progrès très importants qui ont été faits récemment dans les outils logiciels de la nanotechnologie. Et ça, c'est critique parce que, et c'est porteur d'espoir vraiment, parce que les modélisations, les simulations assistées par l'intelligence artificielle permettent aux chercheurs de concevoir les structures, de concevoir quelles pourraient être des structures moléculaires complexes qui pourraient permettre le fonctionnement de la nanotechnologie.
Il y a également le fait que, par exemple, toutes les approches que j'ai décrites là, c'est des approches différentes. Mais finalement, on pourrait les combiner. Et récemment, il y a un logiciel, il y a des logiciels qui proposent des intégrations, comme le logiciel Samson, qui propose des simulations hybrides, donc en ADN, protéines, et qui arrive à créer un environnement de simulation cohérent pour ces choses-là. Finalement, il y a aussi l'idée de l'impression 3D nanomoléculaire qui a été relancée par Adam Marblestone de manière significative. Et lui, il parle de fabrication additive moléculaire. Donc, l'idée de fabriquer des objets macromoléculaires, des grosses choses, en utilisant des systèmes qui sont programmés et contrôlés de l'extérieur, mais qui opèrent à l'échelle nanométrique. En fait, et ça c'est un point que je voulais partager un petit peu avant, finalement, aujourd'hui, ce qui manque pour réaliser tout cela, c'est vraiment une organisation qui ait la vision, les financements à long terme, le souffle nécessaire pour faire progresser la nanotechnologie. Parce que, comme je l'ai décrit un petit peu avant, le problème, c'est vraiment que ça requiert... c'est extrêmement ambitieux, c'est très long-termiste. En fait, pour chaque objet qu'on fabrique aujourd'hui, il y a une manière de le fabriquer qui est un raccourci finalement. On peut déjà le faire. Donc avoir une fabrication en 3D à visée générale, ça demanderait des investissements énormes en matière de recherche et ça demande aussi d'amener ensemble des disciplines qui encore une fois ne communiquent pas forcément. Donc dans ce cas, la chimie, la physique, la biologie et l'informatique. Et ça, on ne l'a pas. Il me semble que le Foresight Institute joue ce rôle de coordination et c'est encore un gros travail évidemment et de grosses potentialités pour faire ça. Et je reviens aussi très rapidement sur le fait que le Foresight Institute a produit de l'imagerie fictionnelle pour essayer de penser ces machines moléculaires. Et je pense que c'est une dimension tout à fait importante de votre travail en général. Je pense que ça a pu motiver je suis sûr qu'il y a des chercheurs aujourd'hui, des jeunes chercheurs qui ont été motivés par l'imagerie qu'a produit Foresight Institute à une époque. Je trouve ça génial. J'adore que tu partages ça, honnêtement, parce que c'est une énorme part du travail de Foresight. C'est tout le projet qu'on appelle Existential Hope, qui est vraiment l'idée que on peut pas créer ce qu'on peut pas imaginer. Et pour motiver la recherche, la création, les découvertes scientifiques, nous, on propose ces visions du futur qui sont inspirantes, qui donnent envie justement de travailler à la réalisation de ces futurs. Donc, vraiment, ça me réchauffe le cœur que tu aies trouvé ça intéressant et motivant. On le fait dans tous les domaines sur lesquels on travaille, dans l'intelligence artificielle, la nanotechnologie, la biotechnologie, la neurotechnologie, l'espace. On essaie de proposer ces visions à la fois. Donc, c'est vrai que les images parlent énormément. C'est pour ça qu'on a fait une galerie au sein du projet qu'on appelle Existential Hope, qui veut dire l'espoir existentiel, qui est en fait le contrepoint des risques existentiels, qui est de proposer ces visions optimistes, ces visions qui sont inspirantes et qui motivent à vouloir construire et réaliser ces futurs souhaitables. On fait ça pour tous les domaines sur lesquels on travaille. Et les images parlent beaucoup. C'est pour ça qu'on a créé une galerie, finalement, qui propose des images des visions qu'on essaie de réaliser. On propose aussi des petites nouvelles, des scénarios, en fait, vers lesquels on travaille. Toutes ces
ces formats, ces visions du futur qu'on souhaite réaliser. Ouais, c'est vrai que c'est super important dans la mesure où on vit quand même dans un monde où la majorité du contenu en science-fiction aujourd'hui a quand même une connotation négative, dystopique. Il y a un intérêt narratif, je pense, de faire de la dystopie parce que c'est sûr que ça vend mieux, hein. Et puis les histoires sont intéressantes dans la mesure où on a des conflits, etc. Et donc l'imagination d'un auteur de science-fiction est peut-être plus amenée à atterrir dans des futurs un petit peu comme ça. Je pense que c'est nécessaire pour motiver aussi les nouveaux, les jeunes générations, les futurs scientifiques, chercheurs, tout ça. Quand on voit à quel point Star Trek, par exemple, a influencé le milieu de la recherche de tous ceux qui aujourd'hui travaillent à la NASA ou autres, et Star Trek, c'est clairement du positif, hein. C'est un monde où l'abondance radicale existe, tout ça et tout ça. D'ailleurs, ils ont une machine réplicateur, tout ça, donc finalement, on se voit que peut-être Eric Dressler a regardé Star Trek. Il y a aussi un truc intéressant, j'ai vu que vous faites, c'est les tech trees, donc les arbres technologiques. Est-ce que c'est aussi dans le but de dessiner comme ça des trajectoires possibles vers des technologies qui sont matures et ensuite de faire de la rétro-ingénierie, parce que ça me fait penser à les arbres technologiques souvent aux jeux vidéo de gestion comme ça, où on peut voir les cases qui nous restent à parcourir, et je trouve que ça manque en fait dans le monde réel finalement, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on peut faire avec X, et il suffit de regarder le futur de X pour un petit peu essayer de voir il me semble que ça s'appelle aussi l'ingénierie exploratoire. Enfin, voilà, donc les concepts des tech trees, tu peux en parler un petit peu? C'est exactement ce que tu viens de décrire, l'idée, et ça découle directement de ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire que les tech trees, c'est ce qui vient après qu'on ait décidé finalement quelle vision du futur on essaye d'atteindre dans un domaine. Donc on a décidé de notre but et maintenant on essaye de cartographier pas à pas comment on atteint cette vision. Donc peut-être que le meilleur moyen d'expliquer, c'est effectivement de donner des exemples, mais je sais pas si tu faisais référence au jeu vidéo Civilization, qui a inspiré justement les tech trees, la création des tech trees. Donc, les tech trees ou les arbres technologiques, pour donner la version française, c'est finalement comme des encyclopédies vivantes d'un domaine technologique. Donc, par exemple, dans le cas de l'arbre de la longévité, on va dire, ou du rajeunissement, on pourrait avoir plusieurs buts, mais le but, c'est atteindre la longevity escape velocity. Et pour faire ça, il y a différents domaines sur lesquels on peut travailler. Pour chacun de ces domaines, il y a tout un ensemble de quels sont les problèmes actuels, où est-ce que ça bloque, qui travaille dessus, où sont les financements, où sont les laboratoires, où sont les experts. Ça permet en fait à quelqu'un qui, par exemple, entre dans ce domaine d'avoir une vision d'ensemble dès le début, finalement, de pouvoir s'orienter sur les différentes problématiques. Ça permet à des personnes qui, par exemple, ont des capacités de financement, de comprendre potentiellement où est-ce qu'ils peuvent avoir un impact significatif s'ils décident, s'ils voient qu'en fait, il y a un goulot d'étranglement quelque part, de mettre un investissement significatif dessus et d'aider à débloquer la recherche dans ce domaine. Et on peut construire toute une sorte de communauté aussi dessus. Il peut y avoir des gens qui mettent on a des bounties. Donc, par exemple, si une personne a des capacités de financement et veut qu'on trouve une solution, est intéressée par la recherche d'une solution à un certain problème, ils peuvent mettre un bounty, donc
une certaine somme qui sera obtenue par la personne qui résoudra ce problème, ou l'équipe ou le laboratoire. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment inspirant, hein. Ça paraît tellement logique aussi pour un petit peu voir ce qui nous reste à accomplir en tant que civilisation si on souhaite manifester certaines technologies de science-fiction. J'aime beaucoup. Merci. Et effectivement, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois la tête dans les étoiles, avec penser la vision du futur la plus ambitieuse qu'on puisse imaginer nos rêves les plus fous et savoir que en fait ce qui est possible est peut-être même bien plus grand et qu'on peut même pas le concevoir. Et ça c'est quelque chose qui personnellement me motive énormément aussi. Et ensuite de garder les pieds sur terre et de se dire ok, comment on fait et pas à pas, et on s'organise, on coupe tout ça en parties et on travaille petit bout par petit bout avec et voilà, on avance. Et, Lou, tu as balayé un bon nombre des projets, des axes de travail du Foresight Institute. Quels sont les projets les plus portés en avant par l'Institut en ce moment? Les projets, si tu devais en citer 2 ou 3 parmi ceux que tu as cités, ou peut-être d'autres, quels sont ceux qui sont les plus importants, sur lesquels l'Institut insiste davantage? Je pense qu'il y a la manière dont on est structuré, qui est vraiment autour des 5 domaines principaux dont j'ai parlé. Là, on a des séminaires, des workshops pour chacun de ces domaines. Et donc ça, c'est le cœur de notre recherche, c'est vraiment important. Après, il y a le projet Existential Hope que j'ai mentionné, qui est vraiment ce projet de créer des grandes visions inspirantes et qui est finalement ce qui motive et soutient tout ce que l'on fait. C'est en quelque sorte la raison pour laquelle on fait tout ce que l'on fait. Il y a, on a parlé des prix, on a parlé des Tech Trees. Je pense que des choses qui sont quand même très importantes, c'est les fellowships, c'est-à-dire qu'on soutient des chercheurs dans les domaines des jeunes et des chercheurs plus expérimentés dans tous ces domaines sur lesquels on travaille. On a une énorme communauté. Foresight, c'est une petite équipe qui ensuite est connectée à une communauté scientifique extrêmement riche et immense. Et puis, il y a tout ce qui est, en fait, les événements en général. Donc, c'est là qu'on se réunit, c'est là qu'on travaille ensemble, comme notre conférence annuelle, Vision Weekend, qu'on fait à la fois en France et à San Francisco. Les gens peuvent venir aux deux, car elles ne sont pas simultanées. Et puis oui, c'est là qu'on promeut vraiment la réflexion et le débat sur les technologies futures et leurs implications. Merci encore. Donc, juste une dernière question. Si un de nos auditeurs souhaite contribuer à créer un futur positif, justement, quels sont les meilleurs moyens, les recommandations que tu donnerais, à la fois peut-être pour les étudiants qui sont en début de carrière et qui ont l'avenir devant eux, notamment plein d'études à faire, qui ont un pouvoir aussi pour transformer le monde, mais il y a aussi des gens en début, voire en milieu de carrière. Donc, différentes réponses peut-être pour les deux. J'aime beaucoup cette question parce que c'est vraiment notre mission d'être là pour des gens qui se posent ces questions. Donc, je les encourage évidemment à venir voir le site Existential Hope, qui est fait pour justement s'orienter à partir de ces grandes visions du futur. Je dirais pour des étudiants qui se lancent vraiment, ils pourraient se concentrer sur des domaines qui sont donc essentiels au futur de l'humanité. Par exemple, la sécurité et la gouvernance de l'intelligence artificielle. Ça peut, je dirais, d'aller sur Existential Hope et de regarder quels sont d'autres différents domaines potentiels qui sont vraiment en lien avec les risques existentiels, les risques existentiels et les Existential Hope. Évidemment, il y a tout ce qui est la préservation de la biosphère, les biotechnologies, l'énergie nucléaire. Je pense que pour des personnes qui seraient en début de carrière,
d'évidemment d'aller voir les tech trees s'ils sont liés au domaine sur lesquels ils sont intéressés ou qu'ils travaillent. Et pour des gens qui sont en milieu de carrière, je suggérerais de rediriger leurs compétences et leur expertise existantes sur des domaines qui ont un impact significatif sur le futur de l'humanité. Par exemple, si quelqu'un travaille dans la technologie, encore une fois, ils peuvent se rediriger vers tout ce qui est la sécurité et la gouvernance de l'intelligence artificielle. S'ils sont dans le domaine de la santé, ils pourraient se concentrer sur les problèmes liés à la longévité ou à la biotechnologie. Je dirais que quelle que soit la voie que quelqu'un choisit ou quelles que soient les compétences de quelqu'un, l'important c'est, je pense, de faire quelque chose auquel on croit, par lequel on est vraiment motivé et passionné. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de raisons de l'être et d'avoir de l'espoir pour l'humanité. J'espère qu'on en donne suffisamment et assez sur Existential Hope, si quelqu'un, si les auditeurs, notre audience, se sentent peut-être un peu désemparés face à, il est vrai, tout ce qui est plus dans la science-fiction et même à l'heure actuelle dans le monde, beaucoup d'incertitudes et de narratives, je ne sais pas si on peut dire narratives, mais de narratives qui sont souvent dystopiques, mais de voir qu'il y a aussi beaucoup de raisons d'espérer. Oui, produire des récits positifs, c'est tout à fait essentiel. Oui, merci de ce travail, de tout ce travail. On mettra dans la description tous les liens que tu as mentionnés, bien sûr. Pour l'Existential Hope, c'est le lien pour le site du Foresight, les tech trees, tout ça. Si jamais tu as des ressources, n'hésite pas à me les envoyer, je les mettrai. Merci encore, du coup. Ok, merci à vous deux, c'était un vrai plaisir. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com.